Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre a présidé un atelier marquinatable crucial pour transformer la ville en une métropole. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Moyen-Orient, Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza, où nous le verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec la région Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur, ont lancé aujourd'hui l'atelier métropolitaine de Djibouti. La ville de Djibouti s'est engagée dans un tournant innovateur dans le développement urbain de son territoire avec la tenue de l'atelier métropolitaine à Djibouti sous la bannière officielle Transformant notre ville, innovation et résilience pour un développement urbain durable. Il s'agit là, durant cet atelier, de mettre en place une plateforme susceptible de privilégier le dialogue, des réflexions et des diagnostics autour des questions urbaines et sociales, de l'économie, de l'environnement et de la résilience du territoire face aux effets du changement climatique. Force de reconnaître que la tenue de cet atelier s'annonce comme un événement clé pour débattre des enjeux et des défis urbains majeurs. L'atelier marque une étape cruciale pour transformer la ville en une métropole durable et inclusive. Rappelons que la participation massive de tous les membres du gouvernement traduit la volonté politique forte existante axée sur la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Ont participé à cet atelier, outre le Premier ministre, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, les membres du gouvernement, les parlementaires, des représentants et des acteurs urbains, multisectoriels, de l'administration centrale, des collectivités territoriales, de l'autorité des ports et des zones franches, du secteur privé, de l'Université de Djibouti, le CERD, ainsi que la société civile. L'ambition est avant tout d'élargir le périmètre de regard autour des trois objectifs majeurs. Élaborer conjointement un projet urbain pour une métropole moderne, inclusif et compétitif, encourager le dialogue participatif pour une planification urbaine harmonieuse et enfin forger une vision partagée pour une métropole résiliente et durable face aux défis climatiques. L'effort de développement d'un urbanisme moderne à Djibouti, ça passe par beaucoup de chemins. Avec la présence de plus de 500 participants, l'atelier métropolitain de Djibouti sera organisé autour de plus de 10 sessions de travail interactif durant lesquelles des méthodes participatives seront déployées sous forme des panels, des tables rondes, d'études de cas des pays étrangers qui ont su explorer des solutions opportunes face aux défis urbains. Écoutons le ministre de la Décentralisation. Aujourd'hui, Djibouti est une ville portière, dotée d'une position géostratégique qui fait d'elle la porte maritime de l'Éthiopie et un carrefour de commerce international. Le rôle multisectoriel de la ville de Djibouti et les nombreux services rendus par celle-ci ont attiré de nombreuses populations, faisant d'elle une ville en perpétuelle croissance. C'est suite à ce développement continu de la ville de Djibouti que le président de la République, son Excellence, Ismaël Omar Guelleh, a pris la décision de mettre en place une politique de la décentralisation. Ainsi, l'engagement de l'État en faveur de la décentralisation et du développement local a créé par la loi 122 la collectivité de la ville de Djibouti dotée d'un statut spécial. Par cette loi, la ville de Djibouti est devenue une collectivité territoriale dotée d'une autonomie administrative et administrée par une assemblée élue. L'État a poursuivi son action en faveur de la décentralisation par l'adoption du décret 2007 portant sur les transferts de compétences aux collectivités territoriales et à la collectivité de Djibouti. Grâce à ce décret, la ville de Djibouti est devenue compétente en matière de gestion des déchets, de gestion des marchés, de gestion et de contrôle du domaine public et de la voirie. Le décret de transfert de compétences de 2007 a même permis à la ville de Djibouti de se doter d'une autonomie financière. Mon département a élaboré une feuille de route portant sur la période 2021-2025 et qui comprend un programme de renforcement des capacités pour appuyer la ville de Djibouti et pour faire de cette collectivité territoriale un acteur contribuant au développement national. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur a, dans son intervention, souligné que l'aménagement urbain, construire des villes durables, s'adapter aux chocs et au stress est d'une nécessité absolue pour le développement économique et de brassage culturel. Écoutons-le.
Mesdames et messieurs, les villes sont quelque chose de fascinant. L'être humain a réfléchi à imposer les villes parce qu'elles sont, et comme on le voit, au centre du développement économique. Mais pas que. Elles sont également le centre du brassage culturel, de sa transformation, mais également de la transformation de la société. Cependant, nos villes font face à des défis sans précédent, notamment celui de concilier cette croissance urbaine et la prévention des risques liés au changement climatique. Les données scientifiques sont sans conteste et attestent d'une élévation de la température. L'Afrique, et je le répète souvent, la Corne de l'Afrique en particulier, sont parmi les plus touchés. On estime une augmentation de 2,7 à 3,6 degrés d'ici 2080. Les conséquences, sécheresse, inondations, élévation du niveau de la mer, ce sont déjà des événements perceptibles. Par ailleurs, en 2022, le sommet africain à Nairobi a rappelé qu'il était possible d'éviter les changements climatiques. Pour que l'Afrique soit au cœur d'un futur renouvelable, si nous saisissons les opportunités que nous offrent les changements climatiques en faisant preuve d'innovation. Dans le contexte urbain, l'innovation revêt d'une importance capitale pour répondre aux besoins complexes de nos populations en constante évolution. De la mobilité à la gestion des déchets, en passant par les énergies renouvelables, les solutions innovantes sont essentielles. Et c'est essentiel pour construire des villes durables et résilientes. Cependant, pour construire des villes durables, nous devons également développer leur capacité de résilience, qui vise à anticiper, absorber, récupérer, adapter, s'adapter aux chocs et au stress, tout en continuant à fonctionner. Face aux défis du changement climatique, les villes doivent se préparer à des événements météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes et les inondations. C'est dans ce cadre que l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat a été créé par le Président de la République comme outil de recherche scientifique, d'anticipation et de prévention des risques climatiques, avec des domaines précis tels que les données climatiques et leurs modèles, la gestion de l'eau et la santé. De son côté, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme a quant à elle mis l'accent sur l'importance capitale que revêt pour poser les jalons pour une planification urbaine. Écoutons-la. L'atelier premier du genre s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avant de continuer mes propos, il me faut rappeler que l'idée de tenir cet atelier a germé à l'occasion d'une réunion de travail fructueuse avec une délégation qui était venue de la région PACA. Par la suite, mon collègue et frère Dr Neville, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Madame Marie Baduel, directrice par intérim d'Avitaine, que je remercie sincèrement, n'ont pas ménagé leurs efforts pour qu'ensemble nous puissions organiser ce premier atelier métropolitain à Djibouti. Cet événement revêt pour notre capitale une grande importance car à travers les échanges d'idées et d'expériences, à la fois nationales et internationales, il s'agit de jeter les jalons du futur désiré de notre capitale. Nous ambitionnons de faciliter le dialogue et de mettre en synergie les actions des acteurs institutionnels en vue de co-construire un projet métropolitain pour notre capitale. L'objectif poursuivi, in fine, consiste à la transformer pour l'ériger en une future métropole durable, innovante, compétitive, moderne et inclusive. Cela passe donc par une réflexion autour de ses forces, mais également de ses opportunités pour sa mutation en un territoire urbain apte à s'adapter aux défis du changement climatique, notamment les inondations, dont les impacts sont de plus en plus visibles. Nos visions croisées doivent permettre d'aborder la problématique du développement urbain de manière transversale et multidimensionnelle. Je suis convaincue que les axes de réflexion qui seront présentés, analysés,
discutés et débattus durant les différentes sessions tout au long des 5 prochains jours permettront de poser les jalons pour une planification urbaine cohérente et durable. Pour atteindre cet objectif, certes ambitieux, mais réalisable et à notre portée, il s'agit de relever un certain nombre de défis conjoncturels et structurels pour parvenir à un développement urbain résilient. Toutefois, la mise en évidence des défis urbains à relever ne doit pas être interprétée comme une absence des acquis, mais comme une volonté de redoubler nos efforts pour faire encore plus et mieux. Et enfin, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a dans son discours déclaré qu'il était grand temps de forger une vision partagée pour une métropole résiliente et durable face aux défis climatiques. Écoutons un extrait de son discours. L'atelier métropolitain de Djibouti est une première auquel nous prenons part ce matin et l'aboutissement d'un travail de réflexion concerté entre acteurs institutionnels, élus locaux, société civile, qui ambitionnent de construire des éléments communs d'une vision future de la métropole de Djibouti et par conséquent constituent les premiers éléments structurants d'une stratégie territoriale. En effet, il convient d'appeler les projets métropolitains permettant de dessiner un nouveau paysage urbain, tourné vers l'avenir et une nouvelle manière d'y vivre. Il tisse du lien entre ses usagers, ses habitants et transforme durablement notre territoire, c'est-à-dire la capitale, comme les chefs-lieux des régions de l'intérieur. Mené pour et avec les habitants, il participe à la transformation positive de notre territoire que nous voulons tourner fondamentalement vers l'humain. C'est donc un formidable outil de gouvernance adapté à la dimension grandissante des aires urbaines. La capitale Djibouti est certes la vitrine du pays et nous devons y travailler de façon prioritaire et la transformer en une métropole accueillante et qui prend soin de toutes et de tous. Nous avons l'obligation de concilier l'embellie économique que connaît aujourd'hui le pays et la transformation positive de la ville, alors qu'aujourd'hui les quartiers non structurés sont encore nombreux, synonymes d'une image peu flatteuse des cités modernes, alors que même de nombreux projets et dynamiques sont à l'œuvre. La mutation de la métropole est désormais un maillon clé d'un projet local intégré et cohérent. Elle est en parfaite adéquation avec la feuille de route assignée par le chef de l'État pour mettre en œuvre une transformation des territoires de Djibouti dans son ensemble. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al-Youssouf, qui a reçu une délégation américaine conduite par l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Michael Hammer, composé de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, pour discuter de la crise au Soudan. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts internationaux pour stabiliser le Soudan, confronté à une grave crise politique et humanitaire. L'envoyé spécial a souligné l'importance de la collaboration internationale pour une solution durable. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif en réaffirmant l'engagement de son gouvernement à soutenir les efforts de paix. Et l'ambassadeur américain a réaffirmé l'engagement des États-Unis à travailler avec les partenaires régionaux et internationaux pour une transition pacifique et stable au Soudan, soulignant les initiatives américaines pour soutenir le développement de la reconstruction une fois la paix rétablie. La rencontre s'est conclue par un engagement mutuel et à travailler ensemble pour le bien-être du peuple soudanais et la stabilité de la région. Direction les arcanes de l'Assemblée nationale où, sous la présidence de l'honorable Sharmak Moussa Arré, la Commission des finances de l'économie générale ont examiné 2 projets de loi portant adoption des comptes financiers définitifs du Fonds de garantie de Djibouti pour l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
et les projets de loi portant adoption des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti pour l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le gouvernement a été représenté par M. Ilyas Moussedawali, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, avec les directeurs généraux des établissements précités, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après les discussions et échanges, les commissions ont exprimé un avis favorable sur chacun des textes des comptes financiers subventionnés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Al Saïd Mahmoud, a rendu visite aujourd'hui à la ministre de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, dans son cabinet, dans le cadre d'initiatives visant à employer 150 jeunes en situation de handicap dans tous les ministères de Djibouti. Cette initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, représente un pas important vers l'inclusion et l'égalité des opportunités pour les personnes en situation de handicap. En visitant le ministère, le directeur de l'ANPH et la ministre ont souligné l'importance de cette démarche pour la société. Le ministère de la Femme et de la Famille a déjà intégré 4 jeunes à son équipe, dont 2 jeunes hommes et 2 jeunes femmes. Cette intégration marque le début d'une nouvelle ère d'inclusion et de valorisation de ces compétences des jeunes en situation de handicap. Lors de cette rencontre, les 2 responsables ont discuté des modalités mises en œuvre de ce programme d'insertion professionnelle qui vise à créer un environnement de travail inclusif et adapté aux besoins spécifiques de ces jeunes. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'égalité des chances et à soutenir les personnes en situation de handicap dans leur quête d'autonomie et de dignité. Autre actualité nationale, cette fois-ci c'est dans le cadre des opérations de contrôle des stocks. Les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la préfecture du conseil régional, ont procédé à une vaste opération d'une collecte des stocks dans la région de Dikil. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. En premier lieu, les inspecteurs ont eu une rencontre avec les autorités de la région, à savoir le préfet adjoint de la région d'Ikil, Youssouf Ali. Par la suite, les équipes de contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué une vaste opération d'une collecte de stocks dans la région d'Ikil. Eh bien, c'est simple. Le but de ces contrôles est de prélever la gestion des stocks, vérifier la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce. Ils ont constaté que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population de la région. D'autre part, en vue d'assurer un suivi permanent de la situation, des mesures ont été prises. Le ministère du Commerce afin d'activer notre stock stratégique en nature et fiduciaire pour maintenir la stabilité des prix et gérer l'inflation. Enfin, les inspecteurs du ministère du Commerce ont lancé un appel à la mise en garde de respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Sport à présent, ou sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de badminton a donné le coup d'envoi au championnat national de badminton pour la saison sportive. L'événement a débuté samedi dernier au collège de Fukuzawa et s'est poursuivi réunissant 5 clubs de premier plan. Parmi les équipes en compétition, on retrouve le club de la garde républicaine, le club d'Imone, le club Otto Sigma, le club de Barwar 2, le club de Fukuzawa. Chacun de ces clubs s'est préparé avec intensité pour offrir des performances exceptionnelles et rivaliser pour le titre national. Rappelons que le lancement de ce championnat marque une étape importante pour le développement du badminton à Djibouti. En effet, il s'agit non seulement d'une opportunité pour les athlètes de montrer leur talent et de se mesurer à leurs pairs, mais également d'un moment clé pour la promotion de ce sport au niveau national. Les spectateurs ont pu assister à des échanges intenses et des démonstrations de techniques, de stratégies de haut niveau. Ce début prometteur laisse présager une saison riche en émotions et surprises. On a pu jouer à plusieurs matchs de double et notamment
simple aussi, simple homme junior, simple homme senior, simple dame junior, simple dame senior. Il y a eu aussi un jeu de double, match de double mixte. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Comme vous le voyez, on transpire, mais bon, l'effort, ça nécessite toujours de l'effort, ça nécessite toujours de l'engagement. Et c'est une passion, le badminton, c'est une passion qu'on a voulu, qu'on n'a pas voulu priver des générations qui viennent. Et voilà, on a notamment prévu plusieurs, même si on a déjà fait plusieurs programmes de shuttle time, air badminton, mais aussi c'est un sport inclusif, à savoir le bara badminton qui est pour les handicapés. Pour finir, j'aimerais adresser mes sincères remerciements à ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce long chemin, et à savoir par commencer le ministère du Sport. On reste dans le domaine sportif, mais de l'autre domaine, cette fois-ci, c'est le stade Goulet qui a abrité le tournoi de démonstration de kata et combat, toutes catégories confondues, organisé par le dojo Kanano. L'événement a réuni des karatékas de toutes les ceintures, offrant un spectacle unique devant un parterre d'officiels et de passionnés de karaté Shotokan. La compétition a été honorée par la présence des hautes personnalités du monde du karaté à Djibouti, parmi eux le président de la fédération djiboutienne de karaté et président de l'école de karaté Shotokan, M. Abdelkader Kanano, qui a apporté son soutien et ses encouragements aux participants. À ses côtés, le directeur technique de la fédération djiboutienne de karaté, Mohamed Omar, ainsi que le secrétaire général de la fédération djiboutienne de karaté, qui ont assisté à l'événement. Tout au long de l'après-midi, les participants ont exécuté des démonstrations de kata avec une précision et une maîtrise remarquables, témoignant du haut niveau de préparation de la discipline rigoureuse des athlètes. Chaque mouvement, chaque posture a été exécuté avec une grâce et une puissance qui ont suscité l'admiration du public et des officiels présents. La compétition s'est conclue par une cérémonie de remise des médailles et des coupes, récompensant les jeunes talents qui sont distingués par leur performance. Fait divers cette fois-ci, dans le cadre de la lutte contre la contrebande des produits illicites, les douanes de la brigade de PK51 et les gendarmes de la brigade routière PK ont intercepté 150 paquets de 4. Ces produits contrebande étaient portés par un véhicule éthiopien et un bus. Cette importante marchandise composée de 150 paquets de 4, les contrebandiers voulaient l'acheminer dans la capitale. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. Pour sa part, le chef de la brigade PK51, Suleiman Hassan Jama, a souligné qu'on ne laissera jamais toute personne conduire ce genre de contrebande dans notre pays, qui nuit à l'économie nationale. Direction le nord du pays, où les établissements scolaires de la région de Tadjoura a organisé jeudi dernier une compétition sportive regroupant plusieurs établissements de tout ordre d'enseignement confondus, l'école de base, les collèges et les lycées. Cet événement sportif est organisé dans l'optique de promouvoir le sport, mais de développer aussi le respect de l'éthique et des valeurs éducatives, de vivre ensemble au sein des établissements scolaires. À cet effet, les autorités locales, comme le préfet adjoint Habib Djilani, le vice-président du conseil régional Abdelkader Omar, les autorités militaires, à savoir la gendarmerie, la police et les responsables des services déconcentrés, ont honoré de leur présence cette manifestation sportive. En cette occasion, l'inspecteur régional d'éducation de Tadjoura, Ahmed Hamadou, remercie l'ensemble des personnalités ayant honoré leur présence, ces présents événements, et plus particulièrement la préfecture et le conseil régional pour leur assistance constante. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, dans le nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit son offensive. Des frappes aériennes se sont écrasées sur la ville de Jenin, en Cisjordanie. Les autorités israéliennes déclaraient avoir visé des militants palestiniens. Au moins un Palestinien a trouvé la mort suite aux dernières frappes aériennes de l'armée israélienne.
Les autorités médicales palestiniennes annoncent également une dizaine de blessés transportés dans des hôpitaux voisins. De son côté, Israël déclare avoir attaqué un bâtiment qui abritait des militants. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.